On continue notre série CyberSec mode d'emploi, la série podcast et vidéocast du coup, envers les entrepreneurs pour vous sensibiliser à la cybersécurité. Et on va commencer très fort parce qu'on va parler d'un cas très concret, c'est le cas de le dire. J'ai à mes côtés Bart Donnet, CEO de Computerland. Bonjour Bart. Bonjour. Et j'ai aussi à ses côtés à lui Cédric Bacchus, directeur qualité et supply chain de Automation and Robotics, qu'on ne présente plus. Enfin si, on va quand même faire un petit tour des présentations. Je vais commencer par toi Cédric. En quelques mots, Automation and Robotics, qu'est-ce que vous faites même s'il y a beaucoup dans le nom déjà? Alors on fabrique des machines qui ont pour but de contrôler la qualité des verres de lunettes. Et donc on est fabricant, concepteur, réalisateur et on entretient nos machines qu'on vend et qu'on expédie à travers le monde. Donc nos clients se retrouvent un peu partout et on a quelques filiales aux États-Unis, en Thaïlande, en Chine pour la fabrication de certains composants. Et voilà, donc si les lunettes que vous portez sur vous, voilà, elles sont forcément passées sur une de nos machines pour le contrôle qualité. Okay, voilà. Donc voilà, ils sont partout et ils sont surtout ici sur le plateau et accompagnés du coup, je le disais, de Bart Donnet, CEO de Computerland. Et c'est pas pour rien parce que tu as accepté, Cédric, et je t'en remercie, de venir parler un peu d'un cas très concret parce qu'il y a quelques temps, Automation and Robotics s'est fait hacker, comme quoi ça arrive à tout le monde. Est-ce qu'on peut avoir un peu l'histoire? Moi j'ai appris, la seule phrase que j'ai c'est 7h15 du matin, tout est down. Exact. C'est comme ça qu'on découvre le problème. Donc, on démarre une journée tout à fait normale, novembre 2022, et on n'a plus accès à rien. Donc rien ne répond, pas moyen de se connecter, pas moyen d'avoir ses mails. Donc on découvre les choses comme ça. Et puis on reçoit un message nous annonçant qu'il faudrait envoyer 4 bitcoins à tel endroit pour pouvoir récupérer l'accès à nos données. Seulement 4. Hein. Donc on n'est pas très à haute valeur ajoutée, donc il n'y a pas de problème. Mais bon, on se retrouve dans une situation évidemment qu'on n'a jamais dû gérer. Donc comment faire? Et là, on prend directement contact avec Computerland, qui dépêche une équipe de spécialistes pour nous aider. Et ça, c'est quand même très important, en fait, la proximité en fait, entre nos deux sociétés. En fait, que la réaction était directement, en fait, on va contacter Computerland. Vous étiez déjà partenaire? Oui, à ce moment-là, oui. Et alors, notre spécialiste, notre CISO, en fait, il a directement tourné vers notre bureau, en fait, pris des gens avec et allé, en fait, à Automation and Robotics pour les aider sur place. En fait. En quelques heures, l'équipe était dépêchée chez nous, présente en présentiel pour nous aider, nous conseiller. Le premier élément critique qu'il a fallu décider finalement, c'était est-ce qu'on paye ou est-ce qu'on ne paye pas? C'est une décision qui a l'air bête comme ça, mais est-ce qu'on s'expose à des représailles? Est-ce qu'on aura la capacité de se mettre en protection suffisante si on ne paye pas? Et si on paye, qu'est-ce qui va les empêcher de recommencer? Donc pour nous, en tant que responsables de la société, c'était très difficile de démêler les choses et de prendre une décision saine avec les informations dont on disposait. Et donc là, le conseil du CISO a été extrêmement bienvenu et pertinent. Il a réussi à nous orienter directement vers une solution sur base de quelques informations de récupération potentielle. Et c'est là que les choses se sont bien passées parce que nos backups n'étaient pas atteints. Donc ça, c'est super important. C'est majeur. Donc ça nous a permis de trouver une issue. Ça, c'est un conseil aussi que je donne à tout le monde, en fait. Mets une bonne data classification en place, et sauvegarde en fait les dates en fait sur un bon endroit, immuable en fait. Ça, c'est clé en fait. Autrement, en fait, survivre en fait une attaque, ça va être très difficile, je pense. Hein. Oui, parce que exposés à une attaque, on l'est tous. Quelles que soient les protections qu'on met en place, le risque existera toujours. Ce qu'il faut, je pense, c'est arriver à se mettre suffisamment en sécurité pour deux choses. C'est pour pouvoir récupérer d'une attaque et pour protéger ses clients. J'en conclus que vous n'avez pas payé. Non, exactement. Non, mais c'est important, voilà. Ça va. Alors, un détail important. C'est ça, parce que j'imagine qu'il ne faut pas payer. Il n'y a pas une règle standard. Okay. Et quelque part, et ça c'est en fait quelque chose qui est déjà dit ici, c'est qu'on n'avait pas en fait un plan. Qu'est-ce qu'on doit faire dans le cas d'une attaque? On doit payer, on ne doit pas aider. Et ça, c'est un conseil que j'ai pour tout le monde, c'est qu'on doit penser en avant, en fait. On ne doit pas penser, en fait, au moment même. Et c'est un exercice que je conseille chaque entreprise de faire, c'est faire un bidon. Vraiment, en fait, comme il y a vraiment une attaque, mais il n'y a pas vraiment une attaque,
c'est quoi en fait la procédure qu'on doit suivre? Et vous êtes surpris en fait combien de sociétés n'ont pas de procédure, ne savent pas quoi faire, qui contacter, quoi faire. Voilà. Et ça c'est clair, quelque part, c'est un conseil que je donne à tout le monde, c'est mettre ça en place avant l'attaque et pas après l'attaque. Mais Bart, ça veut dire que dans certains cas, quoi, on paye? Il y a des sociétés qui ont, que leur data est partie, et ils ont un intérêt en fait de payer en fait pour récupérer leur data. Et ça arrive dans quel genre de cas ça... Parce que moi, depuis une bonne partie de la journée, on me dit mais non, mais surtout, ne payez pas. J'ai connaissance en fait de quelques hôpitaux en fait qui ont payé. C'est ça et c'est nécessaire. Ça doit être très vite. Les datas sont essentielles en fait pour la santé du patient. Voilà, ils ont payé. Mais après en fait, maintenant, le marché est beaucoup plus conscient qu'ils doivent avoir un plan. Ils doivent penser de ça avant. Voilà. Mais ça arrive encore, oui. Ça arrive encore. Mais alors, je reviens quand même sur le cas du coup d'Automation and Robotics. Ok, d'accord, mais comment est-ce qu'on arrive à ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce qu'ils ont trouvé la faille? Alors ça, voilà. c'est quelque chose qu'on n'imaginait pas au départ, évidemment, puisqu'on est une société technologique, on a énormément d'IT qui travaillent chez nous. Donc d'un côté, on se sentait fort. On a été vite ramené à la réalité quand même. Donc ça s'est passé simplement via phishing. Donc phishing, typique, tout simple, pas de MFA dans notre système, parce que discussion, accès, sécurité, facilité d'utilisation, on est orienté service client, orienté efficacité. La MFA, ça va nous ralentir, et donc on n'en met pas. Mais c'est essentiel quand même. Et c'est la première chose qui aurait pu nous sauver. Donc ils sont entrés sur un compte avec des droits admin sur leur PC, sur le endpoint. Ils sont installés, ils ont scanné notre système en installant un petit logiciel bien connu, Mimikatz, qui permet d'aller chercher toutes les infos sur le serveur. Ils ont trouvé un mot de passe administrateur, ça leur a permis de créer des comptes et ils sont restés là en dormant pendant 2-3 semaines avant de s'activer et de verrouiller l'intégralité du système. On a quand même eu pas mal de chance dans cette attaque. On a plusieurs éléments. Déjà, nos backups ils ne sont pas tombés dessus, donc ils étaient bien segmentés, cloisonnés. Ils n'étaient pas du tout accessibles facilement. Donc ça, c'était la première chose qui nous a sauvés. La deuxième chose qui nous a sauvés, c'est qu'ils n'ont jamais réussi à mettre la main sur les accès distants vers nos clients. Donc, mais ça, c'est majeur, parce qu'une société comme la nôtre, qui vend des systèmes à des clients à travers le monde, qui ont des chiffres d'affaires astronomiques par rapport à nous, c'était pour détruire complètement notre réputation, notre crédibilité, et donc la sécurité de nos clients est quelque chose de majeur, comme pour tout le monde. Je pense qu'on n'est pas les seuls à avoir ça. Mais donc tous ces éléments-là étaient déjà suffisamment sécurisés et on n'a pas eu de corruption. Il n'y a pas non plus eu de vol de données. Donc ils n'ont pas jugé que nos données étaient suffisamment pertinentes pour pouvoir les extraire. Donc ça fait beaucoup d'éléments positifs dans notre attaque. Donc on a vécu quelque chose d'assez violent, il faut quand même le dire, mais on a eu des possibilités de s'en sortir assez facilement. Et avec un peu de conseils, avec une orientation donnée dès le départ qui nous a permis de réagir vite, de mettre à jour tout le système de sécurité, de resetter, de reprendre la main. Et l'enjeu principal sur les premiers jours, pour se simplifier un peu la visibilité, c'était d'être prêt à se faire réattaquer le jour de l'échéance du paiement. On peut résumer ça à ça. Et là, il y avait un paquet de travail à faire. Donc d'un côté, il fallait reprendre l'activité. Il fallait s'assurer que plus aucune faille n'était disponible. C'est là que les conseils des spécialistes sont majeurs. Parce que nous, ce qu'on avait fait jusque-là n'était pas suffisant, clairement. Donc activer la MFA, scanner tous les endpoints, c'était quand même des enjeux importants puisqu'on a une société quand même multinationale. On est petit, mais on a quand même des bureaux un peu partout. On a toute une équipe de software engineers et de field engineers qui se promènent à travers le monde. Et donc faire revenir tous les endpoints pour changer les configurations, les scanner, changer les mots de passe, changer les accès, actualiser tout, ça a été un enjeu quand même assez intéressant. C'est un effort équipe et ce que moi j'ai entendu après en fait de nos gens qui étaient impliqués en fait, c'est que chez vous, vous avez su en fait mobiliser en fait tous vos gens en fait. La priorité en fait c'est mettre la situation comme avant en fait et assurer en fait qu'on n'avait plus en fait de problématiques au niveau sécurité. C'est ça. Alors oui. Et ça c'est travailler ensemble. Alors il y a
Automation Robotique, ça a aussi comme particularité d'être une société qui fonctionne sur base d'un employee buyout. Hein. Oui, j'allais y venir. Voilà, donc ça veut dire que l'entreprise appartient maintenant assez en grande partie aux employés eux-mêmes. Donc notre ancien propriétaire et patron est parti à la pension et il a mis en place tout un plan de transfert progressif de la société. Donc cet ownership, on va dire, de la société par ses employés, ben, ça permet aux gens d'être beaucoup plus engagés, beaucoup plus concernés par ce qui se passe. Et nous, ça nous oblige à une beaucoup plus grande transparence en tant que management. Et donc, on a réussi à créer une cohésion autour de cette attaque qui nous a finalement rassemblés autour d'un objectif commun qui était on est attaqué, il faut se défendre. Et donc, il y a une cohésion de groupe qui s'est mise en place tout de suite. Les équipes se sont mobilisées et ceux qui n'ont pas pu se mobiliser pour nous aider, ben, on a des grandes équipes R&D de développement hardware, etc., qui eux ne vont pas pouvoir jouer forcément un rôle. Ben, ils sont retrouvés dans l'atelier à monter des machines avec tout le monde. Donc c'était un spectacle assez surprenant parce que l'activité ne s'est jamais arrêtée. On a continué à fonctionner hors ligne pendant les quelques jours. Et ça, c'est souvent en fait, un problème avec des autres sociétés, okay, où il n'y a pas cet engagement des employés. En fait. Eux, c'est, la sensibilisation en fait, au niveau sécurité, c'est quelque chose, encore une tâche qu'on doit faire, c'est une obligation, c'est quelque chose. Mais quand vous êtes propriétaire de votre propre société, ça vient totalement différent. En fait. Vous avez un intérêt en fait, à garder en fait, la société à norme. Mais là aussi, je dis, parce que nous, on apprend aussi en fait, des attaques comme ça, en fait, et on collabore en fait, et on va résoudre les situations. Okay? Mais on apprend ça aussi parce que directement, en fait, quand il y a une attaque chez eux, on va avertir en fait, nos autres clients aussi en fait, que oui, attention, il y a un groupe qui est actif en fait, sur notre marché. Ça peut être que c'est avec eux, mais ça, bientôt c'est avec vous aussi. Alors, ça, c'est fait que les sociétés vont regarder en fait, leur système, faire des contrôles de base. Okay? Mais deuxième chose, après, en fait, on va améliorer aussi nos procédures à nous, en fait, comment on va aider en fait, les clients en fait, avec, comment je veux dire, avec les process de incident response. Et aussi, on va éduquer en fait, nos gens encore en plus, en fait, parce qu'on va dire, regarde, ça arrive, c'est la réalité, c'est pas du fantôme, c'est du vrai, en fait. Et ça, c'est super important. Et je pense que de plus en plus, les sociétés, grâce à beaucoup d'organisations comme Agoria et autres, et Digital One Only, en fait, et Infopol, ils sont beaucoup plus conscients, en fait, de cette facette-là, qu'ils doivent envoyer, en fait, les gens à la formation, et qu'ils ne doivent pas faire ça une fois, mais régulièrement, ils doivent répéter, en fait, les choses. Et ça, c'est super important, parce qu'à la fin, à la base, c'est les gens. Okay? C'est les gens qui font quelque part des erreurs. Oui, le système n'est pas configuré, ou ils ont fait un patch sur 19 systèmes, mais pas sur un. Et alors, c'est par là qu'ils rentrent. Et c'est toujours, quelque part, une faute humaine, en fait, qui est à la base de quelque chose. C'est pour ça que les gens doivent bien être conscients. C'est ça, et le facteur humain, j'imagine, alors de base, dans toutes les sociétés, au niveau de la cybersécurité, le facteur humain, c'est killing feature, certainement. Mais en plus de ça, quand on a finalement du staff qui est aussi actionnaire de la société, enfin, quand il y a un trouble qui touche la société à ce moment-là, ça doit quand même être un peu, chez certains en tout cas, la catastrophe. Comment est-ce qu'on gère, et là ma question vient tout de suite à vous deux, comment est-ce qu'on a géré la crise au niveau du personnel, d'autant qu'en plus, sans jeter la pierre à personne, mais l'origine un peu de l'attaque vient d'un clic, donc d'un humain, un peu de choses près. Après, il y a plein d'autres choses autour, mais... Il n'y a pas eu de stigmatisation déjà de personnes, puisque c'est une erreur humaine que tout le monde est capable de faire. On est tous susceptibles de se faire avoir. Il suffit d'être un peu fatigué, d'avoir un peu d'être distrait. Il y a des phishing qui sont très bien faits, on en a déjà vu. Et donc, et on n'est pas conscient de toutes les choses qu'on doit contrôler ou on doit faire. Ça, on doit, par expérience, on doit apprendre des choses. Hein. Et alors, ce qui est important aussi, c'est que les stratégies de sécurité et la considération du risque lié à la sécurité IT, jusqu'à l'attaque chez nous, a été considérée comme très secondaire. Donc on n'était pas
conscient réellement, on n'avait pas eu la clairvoyance de se poser les bonnes questions, de se mettre en difficulté par rapport à ça. On y voyait simplement le confort et l'efficacité pour pouvoir faire notre métier premier, qui est de servir nos clients, qui est de développer les machines, qui est de travailler. Notre métier, ce n'est pas de se protéger des attaques. On n'est pas exposé, personne ne nous connaît, on est une petite entité, pourquoi est-ce qu'on viendrait nous attaquer? Il y a des gens plus intéressants à les attaquer. Voilà, mais voilà, il suffit d'être vulnérable. Et donc nos backups nous ont sauvés. La MFA, on aurait dû l'avoir, elle nous aurait sauvés. On n'aurait jamais eu tout ce problème-là. J'imagine que maintenant que vous l'avez. Voilà. Ah oui, mais ça a été… Oui. Immédiatement, elle a été… Mais c'est un enjeu, parce que la MFA, on en parlait depuis plus de 5 ans. Enfin, depuis le tout début de l'apparition. Et nous, on avait conseillé encore. Oui, tout le monde le conseille. Mais… Et on avait chaque fois une levée de bouclier, malgré les employés qui sont actifs, actionnaires engagés. Eh bien, tout le monde, ça embêtait tout le monde. Personne ne voulait utiliser la MFA. Ça va me ralentir, je vais devoir vérifier, rentrer plein d'infos. Ça va plus vite, quoi. Pas besoin de ça. Et au final, faire passer la décision d'implémenter la MFA a été impossible d'un point de vue culturel dans la société pendant plusieurs années. Et là, le déclic s'est fait instantanément. Donc ça nous a permis d'avancer beaucoup sur notre regard finalement de tout ça. Mais c'est dommage de devoir en arriver là. Ouais. Et ce que moi je vois sur le marché en Wallonie, il y a 80% en fait qui est maintenant MFA compliant. Ils utilisent en fait une sorte de MFA, mais il y a encore 20% en fait qui ne sont pas là. Qui osent encore prendre le risque, qui disent ça c'est pas un investissement que nous on va faire, jusqu'à le moment en fait ils vont être hackés ou ils vont subir en fait une attaque et à ce moment-là, oui, après ils vont venir en fait pour dire ça, mais ça va coûter beaucoup plus cher à ce moment-là. Ça, j'ose imaginer. Eh bien, messieurs, merci pour ce cas pratique très très concret. Qu'est-ce qu'on peut retenir de toute cette histoire et qu'est-ce qu'on peut conseiller du coup aux chefs d'entreprise qui nous écoutent maintenant ou un petit peu plus tard? Chacun peut-être à votre tour, vous avez certainement un point de vue tout à fait différent l'un de l'autre, qui vont dans le même sens, j'imagine. Mais… On verra. Oui, c'est ça. Vas-y, Bart, je t'en prie. Pour moi, c'est plutôt en fait, c'est que ça va faire partie en fait d'une stratégie d'une société. Maintenant, on est en 2024, on vient bientôt en 2025, ça doit faire partie d'une stratégie. Comme on a une stratégie humaine, comme on a une stratégie en fait, de vente, comme on a une stratégie en fait, de production et tout ça, ça doit faire partie en fait, de la stratégie de l'entreprise. Ça, c'est la première chose. Ça ne doit pas être un one-off. Ça ne doit pas être une fois on va faire quelque chose et oui, on essaie. On doit faire ça en continu. On doit se challenger aussi. Ça, c'est le troisième avis que je donne à toutes les sociétés. C'est qu'on doit faire des exercices. On doit faire, avoir un management meeting et dire, le CEO qui vient dire, il y a une attaque. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on l'approche, tout ça? Et vraiment, j'ai participé à des réunions comme ça et on est surpris en fait ce qu'on voit en fait dans des grandes sociétés, même dans des grandes sociétés, pas seulement dans les PME. Et ça c'est important en fait d'être contenu en fait sur le dos en fait de sécurité, c'est important et ça va venir encore plus important en fait pour le futur. Ça c'est le conseil de l'expert et de celui qui a la vue sur le marché et ce qui se passe, dont c'est un peu le quotidien. Mais qu'est-ce qu'il en pense celui qui a vécu cette histoire? Alors, ce qu'il faut toujours se dire, d'un point de vue d'une société PME comme nous, c'est trouver un équilibre entre la sécurité, le risque et le coût. Et parce que la sécurité, se mettre en sécurité parfaite à 100%, c'est difficile, c'est presque impossible et en plus ça coûte excessivement cher. Donc on ne peut pas se le permettre. Ça veut dire qu'il faut penser une infrastructure, il faut penser à des outils qui nous permettent de nous prémunir des risques les plus importants et peut-être juste de nous protéger un peu plus que le voisin finalement. C'est très mauvais de dire ça, mais l'intention derrière, c'est aussi que tout le monde se prémunisse davantage. Donc il faut absolument faire les bons choix au niveau stratégique. Là je rejoins totalement Bart. Donc il faut une stratégie de défense, il faut une stratégie, ça doit faire partie des décisions. Quand on décide de renouveler son infra, quand on décide de créer une infra cloud, quand on décide de migrer vers du SaaS, il faut absolument avoir une stratégie et considérer la sécurité dans les choix qu'on prend. Après, on la met plus ou moins en avant, plus ou moins en arrière, il faut la quantifier, ce que ça va nous coûter, ça doit rester raisonnable par rapport à nos objectifs, par rapport à notre capacité de réponse. Mais un élément où il ne faut pas tergiverser, j'aurais tendance à dire, c'est les backups. Vraiment, c'est la clé du succès, la clé de la survie même, c'est les backups. Donc le reste,
La MFA, c'est très dommage. J'entends qu'il y a encore 20%, je ne connais pas les chiffres moi, mais j'entends qu'il y a encore 20% de sociétés qui ne l'utilisent pas. C'est dommage parce que le retour sur investissement là est astronomique. Ça ne coûte quasiment rien, c'est très simple à mettre en œuvre et ça vous sécurise de la plupart du type d'attaque. Donc c'est une bonne chose. Mais on retiendra en tout cas intégré dans votre stratégie. Voilà, ça, c'est il n'y a le pas de mot-clé secret. pour moi, stratégie. C'est certainement ça. Bien voilà, je vous remercie en tout cas de nous avoir consacré un petit peu de votre temps. Avec Je vous grand souhaite plaisir. un excellent salon. On peut vous souhaiter que le meilleur, que ça n'arrive plus, mais toujours plus de protection. Et puis nous, on se retrouve très très vite pour un nouvel épisode. À très vite. Merci, au revoir.